Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Léa a 29 ans, comme elle le dit, elle a créé son travail de toutes pièces, elle travaille sur des sujets autour de la PMA et de l'homoparentalité. Elle est autrice, elle a écrit plusieurs livres, elle a cofondé un collectif et elle accompagne au quotidien des femmes dans leur parcours PMA. Capucine a 38 ans et elle est mère au foyer depuis 3 ans. Et elles sont les heureuses mamans de leur petite beauté, Liv. Elles nous raconteront leurs rencontres, les débuts de leur relation, leur envie de vivre à l'étranger suite à leur voyage au Costa Rica, mais pas n'importe où, il fallait que ça coche quelques cases bien précises. Elles s'installent donc au Portugal, à Lisbonne, et elles ouvrent un café ensemble. Une folle aventure qui ne sera pas de tout repos. Léa et Capucine se sont ensuite lancées dans une aventure PMA. Elles partageront cette expérience avec nous sans tabou. Alors comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'un parcours PMA ? Comment trouve-t-on un donneur ? Quel type de donneur choisir ? Quel pays choisir ? Comment décider qui va porter l'enfant ? Comment leur fille perçoit-elle aujourd'hui leur schéma familial ? Est-ce qu'elles ont envie d'agrandir la famille et de renouveler cette expérience ? Et quels sont leurs futurs projets ? Je suis très heureuse à travers cet épisode de libérer la parole sur ce sujet important et de montrer une fois de plus que dans la vie, tout est possible et qu'il n'y a pas de règles. Salut Léa, salut Capucine. Salut Sandra, bonjour. Comment ça va ? Eh ben, plutôt bien. On est heureuse de partager ce moment avec toi. Nickel, impeccable. Bon, top. Moi aussi, je suis très très contente. Comme on l'a dit tout à l'heure, les planètes se sont alignées. Un petit message sur Instagram, hop, quelques jours avant, j'avais déjà croisé le compte de Léa et Capucine. Et du coup, c'est allé assez rapidement finalement, donc je suis très contente. Les filles, je vous laisse vous présenter du coup chacune à votre tour en quelques mots. Oui, alors moi je m'appelle Léa, j'ai 29 ans. Dans la vie, j'ai un travail un peu que j'ai créé de toutes pièces, mais je travaille autour des sujets de PMA, d'homoparentalité et sur toutes les thématiques LGBT. Donc, je suis consultante pour des entreprises, je suis autrice, j'accompagne des couples en PMA, voilà, et tout plein de choses qui gravitent autour de ces sujets-là. Et je suis donc mariée à Capucine qui est à côté de moi, et ensemble, on a une petite fille. Voilà. Et moi, c'est Capucine, 38 ans. Bah, pareil, moi, ça fait 3 ans que je m'occupe de la petite. Donc, avant, j'avais des travails complètement différents. Et là, ça fait 3 ans que je suis mère au foyer. Et puis voilà, je suis derrière Léa. Génial. Donc on a donc une entrepreneuse et Capucine qui tu as rejoint, enfin on en parlera, mais je voudrais juste faire un petit lien rapide. Capucine, du coup, tu as rejoint Léa dans la boîte. Enfin, je sais pas si vous avez créé une boîte, vous allez nous l'expliquer. Mais du coup, depuis 3 ans, tu t'occupais de ta petite. Et ça, je ne savais pas. C'est intéressant comme équilibre de vie. Finalement, je pense que c'est un sujet dont on va parler aussi aujourd'hui, qui est pas toujours facile, j'imagine. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. J'ai changé du tout au tout et voilà, je suis passée du côté mère au foyer et c'était bien comme ça. Voilà. Belle expérience de vie. Mais depuis, heureusement, ça a changé quand même, parce que 3 ans, c'était pas mal. Puis il y a eu l'école. Voilà, maintenant elle est à l'école et effectivement, depuis la rentrée de septembre et plus particulièrement là depuis janvier, on travaille ensemble sur tous les sujets que j'ai cités juste avant. Ok, trop bien. Du coup, deuxième question, et c'est aussi une deuxième question rituelle que je pose absolument tout le temps. On va revenir en arrière dans vos vies. Vous prenez le point de départ de votre choix et on va essayer de comprendre un petit peu peut-être comment vous vous êtes rencontrés aussi, quel a été le début de votre relation, comment vous en êtes arrivés à faire ce que vous faites aujourd'hui et à parler de tous ces sujets, PMA, homoparentalité, de déménager au Portugal. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Du coup, je vous laisse la parole et je vous laisse nous raconter tout ça. Oui, alors si on reprend le point de départ de notre rencontre, alors ça date un peu, c'était il y a 13 ans, c'est ça ? 2009.
En fait, à cette époque-là, moi, j'avais 16 ans, si on fait les calculs, et Capucine en avait 25. Et en fait, elle était barmaid dans le seul bar où j'avais le droit de sortir, parce que c'était le bar d'un ami de mon père. Et donc, voilà, j'étais safe là-bas. Donc, mes parents faisaient... et en fait, la première fois que je suis rentrée dans ce bar, j'ai été accompagnée de ma première copine. Et j'ai vu Capucine derrière le bar. Et là, je me suis dit, waouh, elle est incroyable. Oh my God. Voilà. Mais je sais pas ce que tu t'es dit, toi, d'ailleurs. Moi, je t'ai vu rentrer et je me suis dit la même chose. Je me suis dit très jeune, mais vraiment très, très belle. Waouh. Ah, c'est dingue! Donc, en fait, il y a eu un coup de foudre des deux, quoi, direct. Ouais, il y a eu, je sais pas si c'est un coup de foudre, mais il y a eu une attirance réciproque, ça, c'est sûr. Mais le fait est qu'on a toujours été deux personnes qui sommes toujours en relation assez longue. On a eu plusieurs personnes comme ça dans nos vies, l'une et l'autre, mais sur le long terme. Donc, on était rarement célibataires. Et en plus, la différence d'âge à cette époque-là, elle était un peu... c'était marqué. Voilà, c'était pas trop possible. Et donc, en fait, on se l'est même pas dit, tout ça, mais c'était un peu, voilà, tacite, quoi. Et on est devenus amis, en fait. Voilà, ne pouvant pas vraiment être autre chose, on a choisi l'amitié. Et c'est raisonnable. Ouais. Bon, c'était une amitié de temps en temps, selon les années, il y avait quelques sous-entendus un peu bizarres, mais bon, rien de fou. Et puis là aussi, les planètes ont fini par s'aligner parce que je suis partie en voyage, en long voyage pendant 1 an, en Australie, en Thaïlande et en Indonésie. Et donc pendant 1 an, on s'est pas vus, mais on continuait d'échanger, voilà, comme des amis lambda. Et quand je suis revenue, Capucine, elle est partie faire exactement le même voyage avec le même itinéraire. Et donc, en fait, on n'a pas pu se voir entre les 2 voyages. Donc, pendant 2 ans, on ne s'est pas vus, mais on continuait d'échanger. Et quand elle est revenue, en fait, en France, je suis allée l'accueillir à l'aéroport, encore une fois, en bonne copine que je suis. Mais sauf que pour la première fois de notre vie, on était célibataires toutes les deux. Et donc, dès le lendemain, en fait, on était ensemble. Ah, mais énorme. De toute façon, c'était made to be, quoi. C'était écrit. Exactement. Ça, c'était il y a 7 ans. Donc, moi, j'avais 22 ans et Capu, toi, tu avais 31. Voilà. Donc là, la différence d'âge était vraiment moins problématique, quoi. Mais alors moi, ça me choque pas parce que je fais juste un petit parallèle avec moi, je me permets. Mon chéri et moi, on a 13 ans d'écart. Donc pour le coup, je vous bats en plus en termes d'écart. Ça me choque pas. Clairement. Ok, donc c'est parti pour une belle histoire d'amour. Alors du coup, à cette époque-là, vous viviez en France, vous n'étiez pas encore au Portugal. Oui, nous, on vivait en France, on était de Cannes. Mais les débuts de notre relation n'ont pas été forcément très simples parce qu'en fait, ça a des avantages d'être amis pour construire une relation. Mais ça a aussi ses inconvénients, c'est qu'on connaissait très bien les travers de l'une et l'autre. On avait aussi les ex dont je parlais tout à l'heure, mais qui étaient elles aussi sur Cannes, qui ont essayé de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Un entourage un peu parfois toxique. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Capucine, elle a travaillé dans le milieu de la nuit. Et voilà. Et donc, tout ça faisait que notre relation, elle avait du mal à se bâtir sereinement parce qu'on avait plein de choses comme ça de l'extérieur qui venaient mettre un peu de bazar dans tout ça. Trop de parasites. Ouais. Et du coup, en plus de ça, on a cette passion commune du voyage, de la découverte, etc. Et on avait aussi un fort goût pour le challenge et on avait envie de changer un peu de vie. Donc, je pense qu'aux alentours de 1 an et demi de relation, on s'est dit qu'on avait envie de partir. Trop bien. Et donc, vous l'avez fait. Vous aviez envie déjà d'aller au même endroit ou est-ce qu'il y a eu toute une discussion à ce sujet? Capi, tu veux répondre? Quel était le projet initial? Le projet initial, il n'avait rien à voir avec le Portugal. C'est que nous, on cherchait un peu le soleil, un peu peut-être les cocotiers. Et puis donc, on prévoit un voyage au Costa Rica. On part au Costa Rica et puis le coup de cœur, vraiment. On est tombé amoureux. Ah, mais tellement. Ce pays est fou pour des tas de raisons. Le seul truc, c'est que nous, on voulait s'y installer vraiment, faire les choses dans la légalité, et puis pour ouvrir un business et pour pas devoir sortir du pays avec des visas qui peuvent être un peu brinque-ballant, tout ça, on s'est dit bon, ok, là pour l'instant financièrement c'est un peu short, on verra plus tard.
Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Costa Rica, ça a beau être en Amérique latine, tout ça, en centrale même, c'est un pays très très cher et on le savait, mais on l'a d'autant plus constaté quand on s'est renseigné pour ouvrir un business, avoir les visas, tout ça. Tu peux vivoter là-bas pendant quelques mois ou années, mais si vraiment tu veux rester sur du long terme et faire les choses bien, là c'est plus pareil. Donc du coup, on est rentré un peu bredouille, émerveillé mais très déçu. Et puis du coup, on a changé un peu les plans et on s'est dit bon, ok, on va voir un peu ce qui pourrait nous plaire d'autre. Et on a surtout fait, je te coupe, désolée, mais on a fait un truc qu'on fait maintenant quand on doit prendre des grosses décisions, et c'est la première fois là qu'on le faisait, c'est qu'on a fait une liste chacune de notre côté avec ce qu'on voulait de notre nouvelle destination, de notre nouveau lieu de vie, et ce qu'on voulait plus de notre vie passée. Et donc, en fait, on a fait chacune comme ça une petite liste d'envies et on se les partageait. Et ce qui était cool, c'est qu'on avait quasiment les mêmes envies. Donc, on s'est dit, bon, déjà, ça, c'est une chance. Ça part bien. Voilà, ça commence bien. Et ensuite, on était ouverte à plein de choses. Et dans cette liste, il y avait des critères comme apprendre une nouvelle langue, parce que nous, on parle déjà assez bien anglais et on avait envie d'apprendre une autre langue. Et puis voilà, il y avait d'autres critères comme ça, notamment aussi celui d'aller dans un pays où le fait d'être un couple de femmes n'allait pas poser problème. Voilà, donc on avait plusieurs critères comme ça, donc potentiellement plusieurs destinations. Et trop donc, bien. Comment on en est c'est une super idée. Je rebondis juste sur ce truc de liste. Je trouve que c'est un super tips à donner du coup aux auditrices. Je trouve que c'est une super idée. Ça paraît vraiment bête, mais c'est super efficace, quoi. Ouais. C'est ce qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, hein, sinon. Et puis voilà. Et puis du coup, il est arrivé le mois de juillet où j'avais des vacances. Mon boss me devait 2 semaines. Et puis on s'est dit bon, où est-ce qu'on va ? Et on a cherché un peu. On a trouvé des billets pas chers pour le Portugal. Et on est parti faire un petit road trip d'1 semaine au Portugal. Et puis bon, on s'est dit tiens, pas mal quand même, pas mal ce pays, pas mal de Français certes. Beaucoup d'expats, mais pas mal quand même sur le papier. Ouais, en fait, ça avait du potentiel. Il y avait beaucoup de voyants qui étaient ouverts. Alors, sur le papier, le Portugal ne nous avait jamais fait rêver. On n'avait jamais mis les pieds dans ce pays. J'ai même jamais pensé, non, je pense. On n'y avait jamais pensé. Et en fait, on s'est aperçu que c'était un pays qui était encore très authentique, avec plein de jolies choses. Il y a plein de paysages différents au Portugal et souvent, on pense à Porto, à Lisbonne, mais il y a aussi des campagnes magnifiques, des parcs naturels, des plages paradisiaques. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses à découvrir. Donc ça faisait partie de nos critères. Et puis au niveau des opportunités de business aussi, il était encore possible avec une petite somme d'argent de se lancer et d'ouvrir quelque chose, un commerce ou de développer un projet. Et donc on s'est dit ok, ça nous fait pas forcément rêver, mais c'est peut-être un premier pas pour se tester. Parce qu'en fait, le challenge aussi, c'était de voir si on arrive à ouvrir un business, si on arrive à travailler ensemble, parce qu'on peut être un couple et s'entendre très, très bien dans la vie, mais travailler ensemble, c'est encore un autre délire. C'est un challenge. Voilà. Il faut qu'on teste ça. Et peut-être que le Portugal, ce sera un premier tremplin et qu'on ira ensuite, si tout ça fonctionne bien, dans un autre pays, etc. Et donc, vous avez ouvert quoi ? Vous avez ouvert une boutique ? Et alors, Cathy, donc, elle vient ça m'intrigue tout ça. Des bars, etc. Moi, j'ai une formation en communication, en événementiel et en développement commercial. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire un peu avec tout ça ? Et donc, on a racheté un tout petit café dans un quartier assez arty à Porto. Très émergent, ouais. Mais tellement cool. On a ouvert du coup ce mini café qui était très petit à l'intérieur, mais à l'arrière, en fait, il y avait un petit jardin un peu caché et magnifique, ce qui était assez rare quand même à Porto à l'époque. Et donc, on faisait des petits brunchs très simples. Et donc, c'était Capucine qui gérait toute la partie boissons, services, etc. Et moi, je m'occupais plutôt de la food et puis du développement commercial, de faire de la com. Et en fait, ça a tout de suite super bien marché. Du coup, projet hyper audacieux, parce que déjà, vous arrivez toutes les deux dans un pays que vous ne connaissez pas, vous lancez un nouveau projet, la première boîte que vous montez, du coup, si j'ai bien compris. Comment ça se passe pour vous ? Parce que tu dis ça se passe super bien, mais c'est-à-dire ça se passe super bien tout de suite. Est-ce que vous avez rencontré quelques galères ? Comment ça s'est passé exactement ? Non, on a rencontré des galères, évidemment. Déjà, on parlait pas le portugais. C'est pas un premier obstacle quand même dans la vie au Portugal. Et en fait, on n'a pas mis beaucoup. On pensait qu'on allait vraiment mettre longtemps avant de trouver un business, ouvrir un business, etc. Et qu'on aurait le temps de prendre des cours de portugais. En fait, on a eu le temps de prendre que 20 heures de cours.
Et tout s'est fait assez vite. En moins de 6 mois, on avait un appartement, un business, etc. Donc, ça peut paraître long, 6 mois, mais en fait, quand on est dans un projet comme ça, c'est plutôt court, surtout sur un marché immobilier tendu comme il y avait à Porto. Et donc, en fait, on n'a pas eu le temps de prendre nos marques, etc., de faire les choses petit à petit, de trouver un appart, voilà, tout ça s'enchaînant. Voilà, on s'est retrouvé à ouvrir un business sans parler portugais, ou alors vraiment que quelques rudiments. Et ça, je pense que c'était ce qui était le plus stressant pour nous, parce que c'est très difficile, en fait, de montrer notre crédibilité en tant que Française, etc. En plus, sans maîtriser la langue, c'était vraiment dur. Et puis il faut créer des liens avec ta clientèle et en règle générale, dans les boulots que j'ai fait avant, ça allait très bien parce qu'en français ou en anglais, c'est plutôt facile. Là, quand tu maîtrises pas la langue, c'est super compliqué, à part sourire et puis montrer ton côté sympa. C'est très difficile de créer un truc comme ça. Du coup, c'était l'obstacle vraiment hyper galère. Ouais, ça nous est vraiment Et comment paniqué. vous faisiez alors? En fait, on faisait avec les moyens du bord, donc on avait quand même potassé un peu les mots importants. Et en fait, comment on faisait? Mais quand je le raconte, tu sais, maintenant, je me demande même comment on a fait. Mais juste, on l'a fait. Nous, souvent, l'un de nos mantras, c'est saute et le filet apparaîtra. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Tu vois, on s'est dit bon, c'est chaud, mais on va se jeter et puis ça va aller. Et en fait, ça a été. On est tombé quand même sur une partie de notre clientèle qui était assez patiente et qui nous a. Parce qu'en plus, nous, on a ouvert un café dans un pays où le café, ça fait vraiment partie de la tradition et de la journée des Portugais. Ils en boivent beaucoup. Et en fait, il y a 1000 façons de boire son café. Et donc, ils nous demandaient des cafés comme ci, des cafés comme ça. Et nous, on était complètement paumés. Mais donc, en fait, chaque client nous expliquait ce que c'était, ce café, ce truc, ce machin. Et on a quand même la capacité, je pense, d'apprendre assez vite. Et donc, en fait, on apprenait comme ça et on était en immersion totale. Donc, finalement, la langue est rentrée assez vite, quoi. On n'avait juste pas le choix. On a fait une formation de barista avec notre sœur, mais sinon, le reste, en fait, c'est vraiment les gens qui nous ont appris, quoi, clairement. Ouais. Et je pense que c'est le plus bel apprentissage, quoi. C'était trop cool. Ouais. Mais donc, voilà, ça s'est pas fait sans stress, ça s'est pas fait sans galère. Évidemment, il a fallu comprendre comment administrativement ça se passait, etc. S'il y a un conseil que je peux donner, c'est de surtout pas rester isolée et de faire ça toute seule ou tout seul. Il faut absolument, quand on a un projet comme ça à l'étranger, s'entourer à minima d'un avocat local qui va en fait vous aider à pas tomber dans des écueils et à faire des grosses conneries qui peuvent après s'avérer un peu fatales pour un business. Et nous, vraiment, ça nous a coûté un bon petit billet au départ de faire appel à un avocat, mais ça nous a sauvés sur plein d'aspects. Et ensuite, le deuxième tip, c'était d'avoir un comptable en local aussi qui pouvait cadrer les choses et nous expliquer comment tout ça fonctionnait. Et je pense que sans avocat et sans comptable, ça aurait été catastrophique, mais que grâce en fait à ces deux interlocuteurs qui ont été assez efficaces, et on a appris petit à petit, on a appris, et puis on a géré. Mais voilà, après c'était un peu là aussi un challenge d'ouvrir ce business. Ça a fonctionné, c'était cool, mais comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment à taille humaine, c'était assez petit. Et donc, en fait, on faisait que taffer, mais du matin jusqu'au soir. On se levait à 5 heures du matin. Voilà, enfin bon, je vais pas étayer tout ça, mais bon, voilà, il y avait beaucoup de challenges. Et en fait, très vite, on s'est retrouvés épuisés. On rentrait le soir chez nous, on n'arrivait même pas à manger tellement on était fatigués. On allait se coucher direct et on recommençait le lendemain à 5 heures. Donc, dans un sens, c'était génial parce qu'on avait du succès et le business fonctionnait, mais nous, on était éreintés au bout du rouleau. Voilà. Mais c'est sûr, donc, mais voilà. C'est des jobs qui, comme ça, quand tu racontes, ça donne envie. Tu vois, on s'imagine tous ouvrir un jour un petit café dans une ville sympa, en plus au bord de la mer, why not? Mais du coup, c'est vrai que la réalité, elle est plus difficile, évidemment. Ça fait partie de ces aventures entrepreneuriales. Enfin, c'est hyper compliqué, quoi. Ça fait pas tous les jours rêver. Ça fait pas tous les jours rêver. C'est pas tous les jours rigolo. Mais le bon truc là-dedans, c'est qu'on a vu qu'on était capable de travailler ensemble. Parce qu'on était très complémentaires, donc ça déjà c'était cool, c'était un pari réussi pour nous et on a été plutôt soulagés de ça parce que je pense que ça aurait pu être une catastrophe aussi si ça avait pas été le cas. On s'est presque pas engueulé. Hein. Oui, on s'est presque pas engueulé. Voilà. Franchement, bravo. Improbable. Ouais.
Et pourtant, avec pas mal de stress et tout. Alors, évidemment, parfois, il y avait des prises de bec et tout, parce que moi, quand je suis stressée, j'ai tendance à être assez sèche. Et Capucine, elle aime pas du tout quand je suis sèche, ce que je peux comprendre. Mais bon, à part ça, voilà, ces petits ajustements à faire, franchement, on s'en est sorti. Sauf qu'ensuite, on a eu envie d'avoir un bébé. Alors, pardon, je t'ai coupé, mais j'ai juste une question du coup par rapport à ce café et au début au Portugal. Donc, c'est 2 questions. Donc, la première, c'est combien de temps du coup a duré l'aventure du café? Et est-ce qu'une fois sur place, vous avez rencontré d'autres expats? Comment vous avez fait pour vous créer un entourage en fait? Alors, je vais déjà répondre à la question de l'entourage. Nous, on s'était dit: «Oh, on veut pas être ce genre d'expat à être qu'avec des expats. On aimerait avoir des amis, qui soient des locaux et cetera». Ça, c'était l'idée de base. Sauf qu'en fait, on s'est très vite aperçu que les gens qui cherchaient des «amis» entre guillemets, bah, c'était les expats qui étaient dans la même situation que nous. Parce que les Oui. Portugais, les locaux, en fait, ils ont leur vie, ils sont moins dans cette recherche d'interaction, cette recherche, d'amitié nouvelle. Et donc très vite, on s'est dit: «Ah oui, en fait, c'est ça la réalité». En fait, ils n'ont pas besoin de toi, alors que toi, tu as besoin d'eux, quoi. Donc, c'est un peu ça. Toi, tu grattes C'est un peu vrai. à la porte parce que tu as envie de découvrir, tu as envie de savoir, tu as envie de plein de choses, mais eux, bah, voilà, ils sont déjà dans leur vie, ils sont déjà sur leur rail. Donc, bah, Voilà. souvent, c'est un petit peu dur de creuser, ouais. Et donc en fait, on a trouvé des réseaux d'expats ici, donc ça nous a aidés. Et puis on s'est fait des amis comme ça, voilà, souvent des couples de Français. Et puis on a tous évolué, les uns les autres. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, et puis il y en a qui ont eu des bébés, etc. Donc on a un peu tous grandi en même temps. Donc voilà, c'est sûr qu'on aimerait, enfin nos amis d'enfance, d'adolescence, etc. nous manquent beaucoup. Et c'est jamais pareil, les amitiés qu'on se recrée comme ça dans ce cadre-là, mais on a quand même réussi à sceller des liens très très forts et voilà. Donc on a moins d'amis sur place que ce qu'on avait avant dans notre vie en France, mais en même temps c'est quand même des amitiés qui sont très chouettes. Et pour répondre à ta question de combien de temps a duré l'aventure du café, alors ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 an et demi parce que on a eu envie d'avoir un bébé en fait. Euh, alors là aussi, c'était pas du tout le bon moment sur le papier. Et voilà, parce que souvent on se dit on attend le bon moment pour avoir un enfant, etc. Voilà, nous financièrement c'était encore bon. Le café avant 1 an et demi, ça marchait bien, mais on se tirait pas non plus des salaires incroyables. Voilà, on est quand même sur des salaires assez faibles au Portugal. Et puis voilà, on avait ce café qui nous prenait toutes nos journées, tout notre espace mental et toute notre énergie. Mais en même temps, on sentait que c'était le moment pour nous de mettre ce projet en place. Et puis moi, j'avais des problèmes gynéco, j'avais une maladie qui est une forme d'endométriose qui s'appelle de l'adénomiose. Et ça a laissé planer au-dessus de moi une potentielle infertilité. Et donc, je m'étais dit, notre parcours de PMA, il va être forcément assez long, vu que j'ai eu ces problèmes-là. Donc, autant anticiper. Et puis, ça se trouve, ça viendra dans 1 an. Et donc, on a le temps de voir ce que le café va devenir. Et alors question, parce que tu dis du coup, tu dis que c'est toi, tu sais que c'était toi qui allais faire ce parcours de PMA. Comment on fait pour décider, qui suit le parcours? Enfin, ouais, qui tombe enceinte quoi, en Alors, fait? ouais. Alors ça, c'est une vraie question, hein, dans les couples de femmes. Pour nous, ça a été très simple parce que toi, Capu, bah, Eh ben, moi, je voulais pas porter. voilà. J'en Ah ressentais bah voilà, non aucunement mais le franchement, besoin. j'ai envie de dire, au moins c'est simple, Mais c'est effectivement. la praticité, Oui, et moi, j'avais très, très envie de porter un enfant depuis toujours et Capu, pas du tout. Donc, en fait, chez nous, ça a été super facile. Il n'y avait pas de sujet. Après, c'est pas non plus le cas dans tous les couples de femmes. Il y a des femmes qui veulent porter toutes les deux et qui ont ce besoin. Donc, en général, elles trouvent un arrangement de qui commence en premier. Et puis, en général, elles ont 2 enfants, voilà, ou plus. Donc, voilà, ça, c'est très différent. Il y a vraiment autant de possibilités que de couples de femmes. Alors je rebondis là-dessus, toi enfin vous 2 maintenant qui êtes vraiment, là-dedans, hein, dans cet univers-là constamment. Est-ce que tu as déjà vu 2 femmes décider de tomber enceinte en même temps? Oui, alors moi, quand on vient me demander mon avis, là-dessus, j'ai tendance à déconseiller un peu parce que j'ai un exemple notamment, d'un couple qui a fait ça et l'une est tombée enceinte d'un enfant et l'autre est tombée enceinte de jumeaux et elles se sont retrouvées à Ah, avoir 3 extraordinaire. bébés en même temps. Mais sauf qu'en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est différent d'avoir des jumeaux ou des triplés qui viennent d'une seule maman avec l'autre maman qui est là en renfort et cetera. Et puis c'est différent en fait d'avoir eu
des nourrissons chacune, et puis d'être dans un postpartum chacune, Carrément. avec potentiellement des césariennes, etc., etc. Et là, c'est clair qu'on peut vite se retrouver dans une situation qui devient assez dramatique. Donc, sur le papier, ça peut faire un peu rêver, mais dans la pratique, ça peut très, très vite se transformer en cauchemar. Donc, c'est possible, mais bon, prudence quand même. Ouais, mais c'est fou, tu vois, en fait, oui, c'est ça, ça fait rêver. Moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois, enfin, c'est dingue si tu as un couple de femmes de tomber toutes les 2 enceintes en même temps, de vivre tout ça en même temps, d'accoucher à peu près en même temps, de vivre le postpartum en même temps. Enfin, je trouve ça, hallucinant, en fait, parce que un couple, hétéro peut pas faire ça, tu vois? Donc je trouve ça ouf de pouvoir vivre ça avec la personne que tu aimes, mais effectivement, encore une fois, il y a toujours ce truc qu'on imagine et la réalité, qui est un peu moins drôle. Du coup, ça s'est passé Exactement. comment pour toi, Léa, et pour toi aussi, Capucine? Comment s'est passé votre parcours? Et est-ce que tu savais à quoi t'attendre? Alors non, on savait pas vraiment à quoi s'attendre. La problématique qui s'est vite posée, c'est qu'il y avait pas de support qui existait pour les couples de femmes. On pouvait faire quelques recherches internet, mais c'était assez obscur. Il y avait pas d'infos claires, pratiques. Enfin, c'était voilà, fallait vraiment aller à la pêche, se décarcasser pour trouver la moindre info. Nous, on avait une certitude, c'était que on voulait un donneur non anonyme pour notre fille, enfin pour notre enfant. Alors, c'est pas du tout un donneur qu'on connaît, mais c'est un donneur dont l'identité et les caractéristiques peuvent être révélées à notre enfant une fois qu'il deviendra adulte. Voilà, c'était hyper important par rapport à moi, mon histoire, ma vie, etc. Et donc, c'est devenu aussi important pour Capucine. Et ça, c'est pas possible en Belgique, c'est pas possible en Espagne, donc ça excluait les pays de PMA qui sont les plus connus, entre guillemets, pour les couples de femmes, et les femmes en solo d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était évidemment pas autorisé en France. Et en fait, on était en train de se tourner vers le Danemark, parce que le Danemark permet le choix d'un donneur anonyme ou non anonyme, et respecter vraiment nos besoins et nos envies. Et puis, on s'est aperçu en fait que le Portugal autorisait la PMA pour les couples de femmes et les femmes en solo depuis très longtemps, et dans des conditions aussi assez exceptionnelles, notamment avec d'excellentes cliniques, une médecine de pointe, chose qu'on imagine peu du Portugal quand on n'y vit pas. Et puis surtout avec la possibilité d'avoir un donneur non anonyme, etc., etc. Et en fait, ça, je l'ai vraiment découvert, mais complètement par hasard, justement en faisant des recherches internet comme ça. Et en fait, là, on s'est dit, mais c'est incroyable. On a commencé à comprendre un peu pourquoi la vie peut-être nous avait poussé vers ce pays. La Mais suite de carrément. l'histoire, ça fait vraiment comprendre pourquoi on était ici et que c'était pas un hasard. Mais voilà, donc on s'est aperçu qu'on pouvait faire ça au Portugal, voilà, dans un super cadre, etc. Donc on a commencé à prendre des infos et puis à rencontrer une clinique, etc. À choisir, voilà, le donneur et à entamer des examens. Voilà. Et donc moi, je me disais toujours, oh là là, les examens vont pas être bons, etc., etc. Et en fait, il s'est avéré que depuis qu'on était au Portugal, ma problématique gynéco s'était vraiment, vraiment améliorée. Et en fait, que mes examens étaient très bons. Donc, bon, moi, j'étais toujours très étonnée et un peu sur la réserve. Et Capucine, elle était très confiante. Oui, à 100%. Moi, je lui ai dit attention parce que là, on a un business, c'est très dur, très énergivore, mais premier rincé, premier enfant. J'y croyais dur comme fer et je le sentais au fond de mes tripes. Et Vraiment. moi, je lui C'est disais, dingue. mais t'y connais rien, toi, laisse tomber, Oh là là, n'importe quoi, personne ne tombe enceinte du coup. premier coup en PMA, enfin, j'ai jamais vu ça. Bon, bah évidemment, je te le donne dans le mille, hein, j'ai fait une insémination, je suis tombée enceinte. Voilà. Incroyable. Ah, c'est beau, Ouais, franchement, c'est beau. ouais, moi, C'est génial. C'est magique. j'en croyais pas mes yeux. Et on a mis très longtemps avant de digérer la nouvelle parce qu'en fait, c'était vertigineux, quoi. C'était dingue. Euh, ouais. Et on Ouais, était c'était très un heureuses. rêve, que vous pensiez Mm. pas toucher du doigt peut-être aussi vite et aussi simplement, quoi. C'est ça, Exactement. vite et simplement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est là que je me suis dit, oh là là, mais la PMA, j'en entends toujours parler. Les rares fois où j'en entends parler, en tout cas, c'est toujours d'une manière négative. C'est toujours des parcours qui sont forcément horribles, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, la PMA aussi, ça peut être autre chose. Évidemment, il y a des parcours qui existent, qui sont très difficiles, mais il y a aussi des parcours qui se passent bien, qui sont pas forcément empreints de souffrance et de difficultés. Et c'est là que j'ai commencé beaucoup, beaucoup à m'intéresser au sujet. En fait, la PMA, c'est quelque chose qui me faisait très peur, moi, quand j'ai compris que j'étais
lesbienne et pas du tout hétéro. Ça n'a pas été difficile à accepter pour moi, mais ce qui a été difficile, par contre, c'était ce côté de pas faire un enfant naturellement et de pas me réveiller un matin enceinte, un matin en tout cas en ayant la nausée, en me disant tiens, je suis peut-être enceinte. Ça a été ce deuil-là, moi, qui a été difficile. Donc la PMA, pendant des années, je voulais pas en entendre parler avant qu'on se décide et que finalement j'ai un déclic en me disant ok. Et en fait, je suis passée de quelque chose qui me répugnait et m'angoissait au plus haut point. Ça te terrorisait. Ça me terrorisait. Et en fait, maintenant, c'est un sujet qui est devenu une vraie passion, quoi. C'est, voilà. C'est donc, dingue. assez incroyable. Ouais. Et en plus, c'est d'autant plus devenu une passion, j'imagine, parce que ça s'est passé de manière très positive. C'était, tu vois, on va le redire, mais c'était facile. Voilà, c'était fluide. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, j'avais déjà cette conscience que justement, ça pouvait être fluide, mais ça pouvait ne pas l'être pour d'autres couples. Et je trouvais que dans tous les cas, peu importe comment ça se passe, c'était pas normal qu'on n'ait pas d'accès comme ça, simple, clair et efficace à toutes les possibilités qu'on a, nous, en tant que couple de femmes, pour concevoir un enfant. Et c'est vraiment à ce moment-là que la petite graine de ce que je fais maintenant a commencé à germer dans mon esprit. Voilà. Et notamment carrément. Et comme tu l'as dit, couple de femmes ou maman solo. Nous, on a une de nos coachées, qu'on a accompagnée, bref, qui est en plein parcours PMA solo. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, c'est quoi exactement un accompagnement PMA et comment ça se passe étape par étape? Les accompagnements que moi je propose? Non, alors oui, bien sûr, tu pourras faire un parallèle, mais du coup, dans la vraie vie, comment ça se passe? Alors, un parcours PMA, c'est déjà, il faut pas mal donc détricoter et trouver les infos pour comprendre en fait quelles sont toutes les options qui s'offrent à nous. Parce qu'en fait, on a souvent en tête, comme je disais, l'Espagne, la Belgique, qui sont des pays qui proposent pas de choix sur tout un tas de plans, notamment le choix du donneur, alors qu'en fait, on a le choix dans d'autres pays. Donc, c'est déjà de faire le point sur tout ce qui existe pour voir ce qui fait sens pour nous. Et en se disant, ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Quel type de donneur je veux? Par quel type de méthode je veux passer? Parce que en procréation médicalement assistée, on a tout un panel de techniques et de méthodes qui existent. Et puis voilà, après, c'est de détricoter tout ça, de trouver quels sont nos besoins, nos envies, et de trouver le pays, et puis après la clinique, qui sont en adéquation avec ses besoins et ses envies. Et ensuite, de prendre contact, de commencer du coup tout le parcours avec la clinique qui épaule les couples et les femmes là-dedans, et avec la prescription d'examens. C'est bien aussi d'avoir un gynécologue quand on habite en France, d'avoir un gynécologue en France qui peut aussi faire un espèce de double suivi et nous épauler. Et puis après donc tout s'enchaîne, et puis on peut faire des tentatives avec ou sans stimulation hormonale, ça dépend aussi des pays et des cliniques. Et voilà. Très bien. Et du coup, comment ça se passe pour choisir le donneur? J'imagine que c'est une question que tu dois avoir souvent. Est-ce que du coup, tu as eu un échange avec lui? Est-ce que tu as ses coordonnées? Comme c'est un donneur non anonyme, comment ça se passe dans ce cas-là? Non, alors pas du tout. Il y a différents régimes de donneurs. Donc il y a les donneurs anonymes. Ça, ce sont des donneurs qui sont choisis par les cliniques et qui sont attribués à des couples ou à des femmes sans qu'il y ait le moindre choix possible de la part des patients et des patientes. Donc là, c'est des donneurs sur lesquels on ne sait rien, ou alors vraiment un tout petit nombre de caractéristiques physiques. Ensuite, il y a les donneurs non anonymes, alors qu'on appelle semi-anonymes ou ouverts. Alors, c'est pas du tout des donneurs dont qu'on connaît ou avec qui on peut parler, pas du tout. C'est juste des donneurs qui ont fait des dons de sperme à des banques de sperme en disant que si un jour l'enfant né du don, une fois devenu adulte, bien sûr, veut avoir accès aux infos du donneur, donc à son dossier, à son identité, etc., il le peut. Voilà. Et ça, c'était important pour nous, pour le coup. Et ensuite, il y a un troisième cas de figure où on peut faire, dans certains cas, une PMA avec un donneur connu. Donc là, effectivement, c'est quelqu'un de notre entourage ou qu'on connaît de plus ou moins près et qui va vraiment faire le don pour nous. Voilà. Mais en tout cas, quand on a un donneur non anonyme, non, on ne le connaît pas. C'est seulement l'enfant, une fois devenu adulte, qui peut potentiellement ouvrir le dossier. Et dans ces donneurs non anonymes, il y a deux cas de figure. Il y a la possibilité, en fait, pour le couple ou la personne de choisir son donneur dans une base de données. Donc là, c'est un petit peu particulier et il n'y a pas tout le monde qui apprécie ça.
En fait, on lit plein de profils, mais des profils qui sont anonymes, mais où il y a plein d'infos, ce que le donneur fait dans la vie, quelles études il a fait, qu'est-ce qu'il aime, quels sont ses hobbies, quelle est un peu son histoire familiale, etc. Il peut même y avoir plus de choses que ça. Et donc là, en fait, on va lire plein de profils et on va en sélectionner qui nous correspondent. Ou alors, si on veut pas faire ce choix-là nous-mêmes, on peut là aussi demander à la clinique de choisir le donneur pour nous sur la base de nos critères physiques ou des critères qu'on aura décidés. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein de cas de figure différents et on peut vraiment ajuster et trouver la situation qui correspond le mieux, encore une fois, à nos envies et à nos besoins. C'est dingue, c'est génial quoi qu'on puisse, faire tout ça aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Ouais, et en fait, c'est le cas depuis plusieurs années, mais c'était très, très peu, connu, et donc les femmes en solo et les couples de femmes, pendant de nombreuses années, se posaient même pas ces questions-là et juste allaient en Espagne ou en Belgique, avaient un donneur anonyme, voilà, se voyaient imposer un certain nombre de choses sans savoir qu'en fait, elles avaient certains choix. Et ça a été après, moi, tout mon travail de militer pour que le panel des possibilités s'ouvre, que tout le monde soit au courant, pour que les femmes et les femmes en solo et les couples de femmes puissent faire des choix qui vont être éclairés et qu'elles puissent vraiment prendre le pouvoir sur leur parcours PMA et pas se voir imposer des choses que finalement dont elles n'avaient pas trop envie, quoi. Mais carrément, et je trouve que c'est important que tu fasses ça parce que finalement, tu as raison, c'est des sujets dont on parle peu, et pourtant c'est en train de vraiment se libérer et les gens, commencent de plus en plus à faire ce genre de parcours et décider un petit peu de faire des enfants, même s'ils sont en couple, homoparental, et je trouve ça génial. Et donc j'ai une petite question. Donc j'ai vu votre fille qui est absolument, waouh! C'est-à-dire qu'elle est juste incroyablement belle. Bravo en tout cas, c'est franchement elle est magnifique, et en plus j'ai vu sous certains de vos posts que vous dites elle est hyper gentille, enfin vous avez vachement de reconnaissance en fait, envers cet enfant. Enfin ce qui est normal, c'est votre enfant, mais en plus que tout soit parfaitement déroulé quoi, donc c'est vraiment incroyable. Et du coup question, est-ce que votre petite vous pose des questions ou elle est encore trop petite? Alors déjà merci, c'est gentil. Heu, On vous le dit souvent, alors non, non, que votre fille elle est magnifique? oui, oui, non, Assez, j'avoue, je vais pas assez. faire genre, Bah oui, voilà, on voilà. on nous le dit souvent. J'ai tout donné, à tel point que 3 ans après, je continue de perdre mes cheveux et tout. Donc Capu, souvent, elle a dit, en fait, t'as tout mis dans la petite et voilà, maintenant tu es défraîchie. Non, non, on rigole, mais c'est vrai. Mais donc, alors non, elle ne nous pose pas de questions parce qu'en fait, elle a pas à le faire dans le sens où on lui a toujours expliqué son histoire. On a déjà commencé à lui expliquer, même quand elle était dans mon ventre, en fait. Je me vois encore le faire et lui dire oh là là, mon bébé, j'ai trop hâte que tu arrives et je suis très reconnaissante aussi qu'on soit passé par ce parcours, qu'il y ait quelqu'un sur cette terre qui ait donné une petite graine pour nous aider à te concevoir, etc. En fait, ça a toujours fait partie de son quotidien. C'est pas du tout un sujet tabou ou un sujet, enfin, c'est un sujet comme un autre chez nous, c'est vraiment très ouvert. Et plus elle grandissait, plus on adaptait en fait cette histoire et voilà. Et donc là, maintenant, elle a un peu plus de 3 ans. Et si tu lui demandes comment elle a été conçue, elle va te dire moi, mes mamans, elles avaient que des graines de femme, et pour faire un bébé, il faut une graine de monsieur et une graine de dame. En fait, il y a un donneur qui a donné une graine, et puis il y a un docteur qui l'a mis dans le ventre de ma maman. Et puis voilà, hop, les deux graines, elles se sont mélangées. Elle dit tout le temps ça. Elle dit, elles se sont mélangées, et puis ça m'a fait moi. Voilà. Ah, c'est Ouais. trop beau. Voilà. J'adore. Donc elle est très au courant que son schéma familial, c'est pas le plus répandu. Elle est vraiment enfin, on croit toujours que les enfants, oh là là, ils vont être perdus et tout, mais pas du tout perdus. Elle sait que la plupart des familles sont des familles, voilà, hétérosexuelles, mais qu'il y a aussi d'autres formes familiales comme la sienne ou des parents en solo ou des couples de papa, etc., etc. Et elle sait qu'elle a un donneur. Et en fait, elle pose pas de questions pour l'instant. Mais on est très OK avec le fait qu'elle ait des questions plus tard et on est complètement disposé à y répondre. Et voilà, et on sait que de toute façon, c'est normal. En grandissant, elle va avoir de plus en plus d'interrogations. Et puis, et nous, on fera évoluer l'histoire avec de plus en plus de détails, etc. Mais vraiment, ça se passe très bien. Il y a même sa maîtresse qu'on a vue là, il y a quelques semaines qui nous a dit vraiment, on sent que c'est pas un sujet chez elle. Elle parle de vous deux tout le temps, elle est super contente. Elle a très bien intégré que voilà, il
y a des papas, des mamans dans la classe et qu'elle a 2 mamans et juste ça roule, quoi. Trop bien. Et Ouais. est-ce que tu serais prête à recommencer, une nouvelle fois? Est-ce que tu en as envie Alors ça, c'est surtout? un sujet aussi chez nous et c'est quelque chose dont on parle, beaucoup, sur mon compte. Nous, on a fait le choix d'avoir un enfant unique, ce qui est un choix qui est encore, assez mal perçu, je trouve, dans notre société actuelle. Moi, j'ai adoré être enceinte. Je pense que toi, Capu, tu as bien aimé que je sois enceinte aussi. J'ai adoré que tu sois enceinte et j'ai adoré prendre soin de toi. Ouais, on a adoré. Non, mais Capucine, elle est trop chou. Ça se voit que tu as l'air de prendre trop enfin, Léa aussi, je suis sûre que tu prends soin de Capucine, mais on voit que, toujours une petite voix douce pour dire, que enfin bref, Ouais. je trouve Non, que mais c'est c'est très vrai, mignon. j'ai beaucoup de chance parce que elle s'est vraiment beaucoup occupée de moi pendant ma grossesse. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a fait les poupées russes. Moi, je couvais notre fille et Capu me couvait Te moi. couver. Et vraiment, c'était ça. Et elle a vraiment pris soin de moi et tout. Et puis même après, en postpartum, tout ça, et encore jusqu'à présent, hein, toujours. Donc voilà, je me sens très chanceuse de ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on a adoré être maman, on t'adore toujours, on est encore une fois très reconnaissante d'avoir notre fille. Surtout que oui, c'est une petite fille qui est pleine de vie, hyper gentille, enfin cool. Bon, alors elle a 3 ans, hein, donc elle se tape quelques crises et tout, normal. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une chouette petite personne. Pour autant, on connaît nos limites en fait, et on n'est pas sûr d'être d'aussi bonne maman avec plusieurs enfants. Et on n'est pas sûr de pouvoir apporter la même chose à un autre enfant, dans le sens où quand même pendant 3 ans, on s'est mis entre parenthèses parce que ça nous tenait vraiment à cœur de s'occuper de notre enfant nous-mêmes. Alors moi, j'avais repris le travail, mais je travaillais de la maison, donc j'étais quand même beaucoup là aussi. Mais pendant 3 ans, on l'a pas fait garder, pas de nounou, pas de crèche, rien du tout. Parce que ça nous faisait plaisir et que ça nous tenait à cœur, mais c'est quand même un investissement d'énergie, de temps, enfin voilà, de Carrément. tout. Mmh. Et on n'est pas sûr en fait de pouvoir reproduire ça. Et on trouverait ça peut-être pas juste dans un sens de pas offrir la même chose à un autre enfant. Moi, clairement, je me sentirais pas de repartir sur 3 ans comme ça. Alors, j'ai adoré la regarder, la faire grandir, l'arroser, tout ça. Mais là, par exemple, il faut que je me retrouve un peu, que ce soit dans tous les niveaux, que ce soit sportivement, professionnellement, il me faut une activité. Et là, si on devait remettre le couvert, waouh, je me sentirais pas d'en faire autant pendant si longtemps, quoi. Et je trouverais, comme a dit Léa, je trouverais ça injuste quelque part. Alors je sais que quand on a un deuxième, on fait différemment. Toutes les familles nous l'ont dit, toutes les mamans, les parents, tout ça, ils me disent non, mais c'est pas pareil. Quand on a un deuxième, ta vie, maintenant tu sais, tu fais plus la même chose. Et j'en suis bien consciente, c'est une vérité. Mais quelque part, je crois que je me sens pas, non. Ouais, et puis en fait, on aime aussi notre équilibre à 3. On est aussi des personnes qui bougeons beaucoup, qui voyageons beaucoup. Et en ayant beaucoup voyagé, on s'est aussi aperçu qu'il y a plein de familles avec plusieurs enfants qui voyagent, mais c'est quand même pas la même chose, c'est pas la même facilité. C'est pas la même logistique. Voilà, donc en fait, on est conscient Ouais, il y a aussi, carrément. voilà, aussi, il y a l'aspect écologique, voilà, qui commence à bien nous chatouiller. Il y a l'aspect financier aussi, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on habite à l'étranger et qu'on veut avoir une scolarité qui soit quand même en partie française pour notre enfant, c'est des écoles qui coûtent hyper cher. Et là, on Ah serait pas du ouais. tout en capacité de payer ça pour 2 enfants. Enfin, il y a plein de choses aussi. Il y a des choses qui sont plus spirituelles, mais il y a des choses aussi qui sont plus factuelles et basiques, mais qui sont aussi là. Voilà, dans les grandes lignes. Et en vrai, il y a plein de raisons qui motivent ce choix. Bon, en tout cas, vous n'avez pas chômé, comme on dit. Capucine, qui s'est occupée de la petite pendant 3 ans. Toi qui as bossé, j'imagine comme une acharnée parce que j'ai vu que tu avais du coup sorti 2 livres, donc un guide PMA, un guide de la maternité lesbienne. Tu as fondé un collectif, vous proposez des accompagnements PMA. Ça va sinon? Vous arrivez à tenir le coup? Vous dormez des fois? Écoute, c'est drôle que tu C'est dis ça ça. parce que j'ai fait un burn-out, moi, en mai dernier. Ah ouais, Je bah ouais. Voilà, je crois Mais que c'est c'est un sujet que bah ouais. tu connais un peu. Bah oui, mais bien sûr. Voilà, donc en fait, ça a été aussi, tu vois, la problématique, c'est qu'en fait, entre le moment ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand je suis tombée enceinte, on a mis tout de suite en vente notre café parce qu'on s'est dit, on ne pourra jamais assumer ce café et assumer un bébé. Et donc, en fait, on a mis en vente le café.
et on l'a vendu 1 semaine avant que j'accouche. Donc, autant te dire que je serrais les fesses, Incroyable. mais comme voilà. Et donc, en fait, miraculeusement, bam, 1 semaine avant que j'accouche, c'était réglé. Donc, après, j'étais vachement plus sereine et Capu aussi. Et donc, en fait, la somme d'argent qu'on a récupérée avec le café, c'est ce qui a permis aussi qu'on puisse être un peu tranquille. Je pense les 6 premiers mois de vie de Liv, je travaillais pas ou quasiment pas. On était vraiment toutes les deux au quotidien avec elle à s'en occuper, et donc Capucine ne travaillait pas non plus. Et aux alentours de ces 6 mois, j'ai commencé à remonter un business, mais que je pouvais gérer de la maison pendant que Capucine s'occupait de la petite. J'ai monté une agence d'événementiel, ce qui était aussi une des cordes à mon arc. Et donc, pendant 2 ans, un peu plus, j'ai organisé des mariages de couples francophones au Portugal. Voilà, c'est une expérience que je découvrais pas. J'avais déjà fait ça par le passé et je savais qu'il y avait un marché à prendre. Et puis, il fallait quand même qu'on retravaille d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc j'ai monté ça. Et en fait, là aussi, on a eu quand même pas mal de chance parce que ça a bien fonctionné dès le départ. Sauf que entre le moment où on a fait ça, donc aux alentours des 6 mois de notre fille, et entre les 6 mois de notre fille et ces 2 ans et demi à peu près, moi, mon engagement justement sur les sujets de PMA, d'homoparentalité, la fondation aussi du collectif, alors que j'ai pas du tout fait ça toute seule et j'en suis pas complètement à l'origine. Je l'ai cofondé avec plein d'autres personnes, mais ça a été un gros taf aussi. En fait, l'écriture de mes livres et tout en même temps, ça a fait une énorme charge avec que des projets qui couraient sur le très long terme. Et en fait, je ne voyais le bout de rien. Puisque quand j'organisais moi des mariages assez avec un sacré budget quand même, donc c'était des mariages qui s'organisaient à peu près 2 ans à l'avance. Donc pendant 2 ans, je trimballais vraiment des dossiers énormes sur les épaules. En plus, j'avais ce poids d'écrire mes livres, alors ça me faisait kiffer comme pas possible. Mais par contre, voilà, c'est du travail quand même, surtout les éditer, etc. Et puis en parallèle, j'avais plein de choses qui se débloquaient avec mon compte Instagram qui prenait de l'ampleur, mon blog qui prenait de l'ampleur. En fait, tout est un peu arrivé en même temps. Et en mai dernier, je me suis retrouvée HS. Voilà. Donc, je crois que ça t'a fait un peu paniquer, toi, Capu. Ouais, moi, ça m'a fait un peu peur et je me suis sentie un peu responsable aussi, dans le sens où j'ai tellement confiance et foi en elle, et je sais que quand elle se met à fond dans quelque chose, en règle générale, elle réussit. Du coup, je lui disais, oui, vas-y. En fait, donc je l'ai incitée à prendre tous les projets qui arrivaient vers elle ou qu'elle sortait de son esprit. Et du coup, je me suis dit, à force d'avoir dit oui, peut-être que je l'ai un peu poussée dans la gueule du loup. Et du coup, j'ai un peu culpabilisé. Donc maintenant, j'ai un peu plus tendance à dire non sur certains trucs. Si je vois que ça déborde un peu, si je vois que les journées de 24 heures ne suffisent pas, je mets un petit coup de frein quand même. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit. Elle est pas du tout coupable ou responsable de ça. Clairement, je suis la seule responsable de ça. Je me suis vraiment, en fait, j'ai voulu être sur tous les fronts et j'avais vraiment une grosse capacité de travail et une grosse capacité à gérer plein de choses en même temps avant. Sauf que j'ai pas compris tout de suite que la maternité m'avait changé et que j'avais plus du tout la même résistance au stress. J'avais plus la même capacité de travail. Vraiment, ça a quand même changé des choses pour moi. Et en fait, j'ai pas fait la mise à jour. Et donc, j'ai continué d'essayer de bosser comme je bossais avant. Mais sauf que ça marchait plus. Et au bout d'un moment, je pense que je suis pas allée au bout du burn-out parce que je l'ai senti venir et que je me suis dit, OK, il y a un truc qui se passe. Et au bout d'un moment, j'ai mis le doigt dessus. Je me suis dit, oh, je crois que j'étais assez renseignée sur le sujet. Grâce à Instagram, notamment, il y a quand même une bonne prise de parole qui se fait à ce sujet-là. Et en fait, je me suis dit, mais Léa, t'es en train de te taper un début de burn-out là, et si tu continues et si tu lèves pas le pied, je sentais que la prochaine étape, c'était que je pouvais pas me lever de mon lit le matin, quoi. Ouais, bien sûr. C'est bien que tu aies réussi à t'écouter comme ça, c'est génial. Ouais, mais c'était pas facile parce que j'ai pas trop un tempérament où c'est facile pour moi de lever le pied, où c'est facile pour moi de dire que voilà, là c'est compliqué et tout, donc ça a pas été simple du tout. Vraiment, ça a été très très difficile même. Mais c'est ce qui m'a permis de pas sombrer trop. Bon, quand même un peu, et j'en ai encore quelques séquelles, mais vraiment quand même pas au max à mon avis de ce que je pouvais attendre.
Et voilà. Et là, par contre, là où Capu, elle a été incroyable. Bon, c'est pas un podcast pour nous jeter des fleurs, mais vraiment, je rougis. Vous ne le voyez pas, mais je rougis. Mais non, mais là où ça a été fou, c'est que quand je lui ai dit, ok, en fait, je crois que je commence à faire un burn-out, bah, c'est qu'elle m'a prise au sérieux tout de suite. Elle m'a pas dit mais non, machin et tout. Tout de suite, elle m'a dit oui, enfin ça va pas là. Je vois bien que ça va pas. Lève le pied, délègue des trucs, arrête certaines activités. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à parler de mettre un terme à notre société d'événementiel, qui pourtant marchait très bien. Donc là encore, aller clôturer un business qui marche bien. Alors je pense que c'est un peu énervant quand on entend ça et qu'on a des business qui marchent pas, parce que évidemment clôturer un business qui marche pas, c'est horrible. Mais aller fermer quelque chose qui marche pour se lancer dans quelque chose de plus insécure, voilà, c'est pas ce qui fait sens tout de suite et c'est pas forcément. Enfin, c'est difficile de faire ça en fait. Et mais du coup, on a pris cette décision-là à ce moment-là, et vraiment, ça a été dur pour moi. J'ai retourné le truc dans tous les sens et tout, mais je me suis dit, je peux plus. En fait, c'est soit je continue que l'événementiel et j'arrête tout le reste, tout ce qui me fait vibrer, donc tout mon engagement sur ces autres sujets, ou alors je ferme mon entreprise d'événementiel et je me concentre à 100% sur mes livres, mes accompagnements, le conseil aussi aux entreprises que je peux faire sur les sujets LGBT. Sur Instagram, sur mon blog, etc. Et en fait, j'ai choisi de faire ce qui était peut-être financièrement un peu plus risqué, mais qui vraiment faisait sens pour moi. Et donc, ça a été de fermer mon entreprise d'événementiel et de me consacrer à 100% à ces autres projets. Ouais, et puis comme tu le dis, en fait, le burn-out, c'est en partie parce qu'on passe la majeure partie de notre temps à faire des actions qui sont plus en lien avec nos valeurs. Donc en gros, tu as fait le bon choix. C'est pas toujours enfin, tu vois, c'est pas toujours une question, d'argent, même si finalement c'est toujours une question d'argent, mais malheureusement, je pense que la santé avant tout, ça c'est enfin, tu vois, entre l'argent et la santé, tu as pris toi et tu as pris tes passions et tu t'es dit, tu enfin, tu écouté ton cœur, en fait et je pense que les choix qu'on fait avec le cœur, on les regrette jamais. Ouais, exactement. Bah, c'est ça. Et clairement, aujourd'hui, tu vois, là, ça va bientôt faire 1 an. Bah, je regrette pas du tout. Et vraiment, ça a été dur, mais c'était comme un énorme pansement qu'il fallait arracher d'un coup. Je l'ai arraché et en fait, à partir du moment où je l'avais arraché, ça allait déjà un peu mieux. Et voilà, et je suis contente d'avoir fait ça. Mais encore une fois, je pense que aussi, je m'en suis sortie parce que bah, Capu, elle a pris le relais encore plus sur tout plein de choses. Et je pense que l'entourage aussi a un rôle à jouer quand il y a quelqu'un qui vit un burn-out. Parce que je pense que si elle m'avait pas entourée comme ça et si elle m'avait pas autant aidée, si elle avait pas pris le relais sur plein de trucs, bah, j'aurais eu du mal. Si elle m'avait fait culpabiliser ou voilà, je pense que ça aurait été plus difficile. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Elle a vraiment géré pendant que moi j'essayais de me recoller un peu en morceaux et de remettre mon cerveau à l'endroit. Et voilà. Et du coup, petit à petit, mois après mois, bah, ça a été de mieux en mieux. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir retrouvé des capacités de travail, voilà, oui, qui me vont. Et ça, c'est cool. Trop bien. Mais en tout cas, ouais, il faut essayer de se préserver, un maximum, préserver son équilibre de vie. C'est pas toujours simple, hein, entrepreneuse, maman, je vois très bien de quoi tu parles. On a souvent l'impression de frôler de nouveau le surmenage. On dit: «Putain, mais c'est pas vrai, j'ai encore recommencé». Mais c'est pas si facile de maintenir, son équilibre de vie, ça c'est clair et net. Bah, du coup les filles, merci beaucoup. Merci Léa, merci Capucine d'être venues raconter, votre histoire, votre parcours, d'avoir dévoilé plein de choses. C'est pas fini, je vais vous garder encore quelques minutes. Du coup, j'ai 3 questions à vous poser qui sont les 3 questions rituelles. Alors je vous laisse voir, peut-être pour la 1re question, vous avez peut-être, une réponse en commun, je sais pas. Est-ce que vous avez un mantra? Tu as parlé tout à l'heure d'un mantra, donc c'est peut-être celui-là que tu as envie de donner, mais est-ce que vous avez un mantra qui vous guide au quotidien? Alors du coup, on en a 2. On Donc il y a celui que, ouais, il y a celui que je t'ai dit tout à l'heure, c'est saute et le filet apparaîtra. Ça, on se le dit beaucoup. Il y en a un deuxième, Capu, tu veux te dire? Non, tu t'en souviens plus. C'est que la vie est trop courte pour être petite. Souvent, on se dit ça, on se dit, bah c'est pas grave, prenons des risques, faisons les choses en grand. Voilà, la vie elle est trop courte pour être vécue bah, de manière pas satisfaisante, quoi. Carrément. C'était quoi vos rêves de petite fille? Ouf, c'est loin.
C'est quoi ton rêve de petite fille, toi? Moi, j'aurais aimé être sportive de haut niveau ou pompier. Voilà, on est un peu dans le basique, mais c'était cool dans ma tête. Toi, t'aurais aimé être surfeuse, non? Ouais, surfeuse, pro. Mais attends, mais en plus, t'es au Portugal? Ouais, mais l'eau, elle est trop froide. Oh, mais une combi, oh là là. Mais c'est supportable. Non, mais écoute, Sandra, ça, c'est vraiment un sujet, c'est impossible avec Capucine, mais le froid. je suis une sudiste, je le revendique, je suis désolée, il n'y arrive pas. Et moi, mon rêve de petite fille, c'était d'avoir une famille, c'était d'avoir. Alors moi, j'imaginais que ça allait être un mari quand j'étais petite, mais en fait, c'est une femme. Mais je rêvais de trouver un peu mon âme sœur et d'avoir un enfant. Et je rêvais d'avoir un seul enfant, d'ailleurs. C'était déjà assez clair. Oui. C'est marrant. Oui, toute ma vie. Et donc voilà, c'était ça mon rêve, et c'est pour ça que je suis hyper contente parce que je constate que je l'ai accompli finalement. Yes. Par contre, Capu, va falloir se mettre à l'eau. Il n'y a plus le choix. Oui. Non, mais ça m'a fait rire. Mais bref, petit aparté qu'on referme. Et donc, dernière question, les filles. Comme vous voulez, encore une fois, soit il y en a qu'une qui répond, soit toutes les deux. C'est quoi pour vous être la locomotive de sa vie? Je pense que c'est de pas avoir peur de saisir les opportunités, parce que nous on est très très persuadés qu'il y a des petites choses comme ça qui passent dans la vie et qu'en général quand elles arrivent, c'est pas pour rien, et donc il faut les saisir, s'y accrocher, et hop, là on est embarqué dans le train du coup, et ensuite à nous de trouver les moyens de rester dans ce train-là, dans cette locomotive, mais ouais, moi je dirais que c'est plutôt ça. Je sais pas. Il faut prendre des risques. Ouais, il faut prendre des risques. Je pense que sans risque, il n'y a pas grand-chose qui arrive malheureusement. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et bien sur ces belles paroles, les filles, je vous remercie infiniment et puis à bientôt. Merci à toi, Sandra. Merci. À bientôt. Salut, ciao. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.